Bonjour, je m'appelle Jonathan Stonestreet, je représente le centre Carter à l'atelier. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est très important de parler sur les élections de 2011 afin d'améliorer la prochaine élection. Et c'est une très bonne initiative. Je suis certain que vous avez entendu parler de la mission d'observation de la Centre Carter en 2011. Notre rapport final contient nos observations et recommandations. C'est disponible sur notre site web en 3 langues. Suite à ces élections, le Centre Carter a maintenu un bureau en Tunisie et suit le processus d'élaboration de la Constitution ainsi que les préparations pour les prochaines élections. Cette semaine, nous avons publié 2 déclarations, l'une sur le projet de la Constitution et l'autre sur le projet de loi relatif à l'immunisation politique et la révolution. Et ces 2 déclarations sont également sur notre site web en français, en arabe et en anglais. Maintenant, je voudrais faire quelques remarques sur le suffrage universel et ses implications pour les prochaines élections et souligner les points qui pourraient être améliorés en la matière. 3 questions en fait. Premièrement, qu'entendons par suffrage universel? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Deuxièmement, de quelle manière le suffrage universel a-t-il été limité, légalement et en pratique, lors des élections tunisiennes de 2011? Et troisièmement, ces limitations doivent-elles être révisées lors des prochaines élections? Et si oui, de quelle manière? Premièrement, le suffrage universel, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai qu'en fait, nous vivons dans le premier cycle des élections libres et universelles. C'est une idée récente, en fait, de que le suffrage doit être pour toutes les personnes, tous les citoyens. Cette idée est développée au fil du temps. Jusqu'à récemment, l'éligibilité au vote était limitée sur la base du genre ou de la fortune, par des restrictions d'âge, par des restrictions sociales, par des exigences d'alphabétisme ou d'éducation, pour le paiement d'une taxe, ou encore sur la base même de la race. La Nouvelle-Zélande et la Finlande ont été des pionnières pour briser ces barrières au début du XXe siècle en autorisant les femmes à voter. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il a dit que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret. À l'époque où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée, un grand nombre d'États n'avaient pas encore accordé le droit de vote aux femmes. L'Afrique du Sud avait inclus dans sa législation des restrictions au droit de vote sur une base raciale qui ont été maintenues jusqu'à la fin de l'apartheid. Certains endroits dans les États-Unis ont appliqué de facto des restrictions raciales jusqu'au milieu des années 60. La Suisse n'a accordé le droit de vote aux femmes jusqu'à 1971. Donc, Maintenant, l'universalité
est aujourd'hui reconnu comme un principe électoral fondamental intégré en droit international des traités dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. En pratique, le suffrage universel autorise certaines limitations, telles que l'âge minimum de citoyenneté, la résidence, la retraite du droit pour une décision de justice, mais toute limitation doit être raisonnable et justifiée. Aucune discrimination de quelque sorte que ce soit n'est permise quant au droit de vote. Il est important de noter que les principes électoraux sont liés les uns aux autres. Chaque citoyen adulte a le droit de voter lors des élections honnêtes et libres. Cela signifiait que pour pouvoir considérer le vote comme vraiment universel, la liberté d'expression, de réunion et d'association sont des conditions qui doivent être pleinement garanties. De nombreuses dictatures ont tenu des élections avec un suffrage universel au sens technique, puisque tout le monde avait le droit de voter, mais pas au sens pratique, puisqu'il n'avait pas de liberté. Dans cette situation, le peuple ne choisit rien et sa volonté ne constitue pas le fondement de l'autorité publique. Mais même l'exercice de ces libertés ne suffit pas à garantir la pleine universalité du vote. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que des mesures positives devraient être prises pour surmonter des difficultés spécifiques telles que l'analphabétisme, les barrières linguistiques, la pauvreté et les obstacles de la liberté des mouvements qui empêchent certaines personnes d'exercer le droit de vote. Des moyens spécifiques tels que des photos ou des symboles devraient être adoptés afin de permettre aux électeurs analphabètes de disposer d'une information adéquate sur laquelle baser le choix. Certaines mesures peuvent également être prises pour assurer l'intégrité du processus. Il est donc permis d'exiger que les citoyens s'inscrivent pour voter ou encore qu'ils prouvent leur identité. Toutefois, ces mesures ne peuvent pas être utilisées pour limiter le droit de vote. En résumé de la première question, l'universalité du vote ne porte donc pas uniquement sur les dispositions légales qui donnent à tous les citoyens adultes le droit de vote. Elle implique aussi la création des conditions qui permettent à ces droits d'être exercés de manière effective lors des élections honnêtes. Pour la deuxième question, de quelle manière le suffrage universel a-t-il été limité dans les élections de 2011? Nous voyons qu'il peut exister deux types de limitations à la universalité du droit de vote, des limitations sur le plan juridique et des limitations sur le plan pratique. Pour les élections de 2011, l'universalité du vote était le principe général. Les citoyens avaient le droit de voter s'ils étaient âgés de 18 ans et jouissaient de droits civils et politiques, y compris les électeurs résidant à l'étranger. Des efforts admirables ont été déployés pour toucher le plus grand nombre d'électeurs potentiels. Mais quelles étaient les limitations de ces principes généraux? Au niveau juridique, les militaires en exercice, le personnel des forces de sécurité de l'intérieur, des douanes, de protection civile et des prisons n'étaient pas autorisés à voter. Étaient également exclus les personnes condamnées pour crimes, pour délits infamants, punis pour une peine d'emprisonnement ferme depuis les 6 mois et qui n'ont pas été réhabilitées. Aussi les personnes pourvues du conseil judiciaire et les personnes dont les biens ont été confisqués après le 14 janvier 2011. À niveau pratique, il y avait des autres questions.
Tout d'abord, le Centre Carter a noté dans son rapport final sur les élections qu'aucun scrutin n'était tenu dans les prisons. Cela signifiait que dans la pratique, tous les prisonniers ont été exclus du vote et non pas seulement ceux définis pour la loi. Ensuite, d'autres personnes ont été exclues en raison de problèmes liés à la base des données de carte d'identité nationale ou des informations erronées les présentant comme exerçant encore des fonctions militaires dans les forces de sécurité, alors que ce n'était plus le cas. Enfin, et c'est donc sans doute le point le plus critique, le taux de participation s'élevait approximativement à 52% des électeurs potentiels. Cela veut dire qu'un grand nombre d'électeurs ne souhaitaient pas voter ou n'ont pas été suffisamment informés ou ne se trouvaient pas à proximité de son bureau de vote le jour du scrutin. Cela m'amène à mon dernier point, à savoir s'il faut tenter de traiter ce problème et comment. À ce sujet, je voudrais présenter l'opinion du Centre Carter et poser quelques questions pour lancer le débat. Premièrement, est-il nécessaire et justifié de limiter le droit de vote de tous les membres du corps militaire et des autres forces de sécurité? La plupart des pays n'imposent pas de telles restrictions, et parmi les pays qui en imposent, ils ne le font pas que pour les officiers de haut rang. On peut imaginer le cas d'un jeune homme de 17 ans qui était dans la rue lors de la Révolution et qui a risqué sa vie pour les droits fondamentaux. Disons qu'il n'avait pas 18 ans le 23 octobre de 2011 et qu'il n'a pas pu voter. Depuis, il a dû faire son service militaire et une fois encore, il risque sa vie. Donc, si cette restriction est maintenue, il ne pourra pas exercer autrefois ses droits de base. De quelle façon exactement la neutralité des forces de sécurité est-elle garantie par la restriction du droit de vote de ses membres? Donc c'est une chose que je vous invite à considérer lors de la discussion. Deuxièmement, la limitation du droit de vote des prisonniers doit-elle être conservée? L'ISI elle-même a noté que les termes employés pour le décret loi 35 ne sont pas définis dans le code pénal. En tout état de cause, la retraite de vote ne devrait pas être automatique. D'après les bonnes pratiques internationales, la perte du droit de vote devrait être proportionnelle au délit et ne devrait être décidée que par un juge. D'après la loi, certains prisonniers avaient le droit de vote en 2011, il s'amène à une situation paradoxale où les prisonniers ont le droit de vote, mais pas leur gardien. Troisièmement, l'une des observations de la Centre Carter en 2011 était que les efforts de sensibilisation et d'information des électeurs devaient être accrus pour faciliter l'exercice du droit de vote. Quelles mesures additionnelles pourraient être mises en œuvre pour permettre à tous les citoyens, et notamment les femmes, les analphabètes et les handicapés, d'être informés sur le processus et de voir l'exercice de leur droit de vote facilité? C'est notre question à traiter dans la discussion à suivre. Et dernièrement, le dernier point, qu'en est-il des 48% des électeurs potentiels qui n'ont pas voté en 2011? Qui sont-ils? Quelles sont les causes expliquant leur non-participation au vote? La majorité d'entre eux étaient des électeurs qui n'étaient pas inscrits activement et auxquels un bureau de vote a été attribué de façon automatique. Les notent en effet que seulement 16% d'entre eux ont voté. Le Centre Carter recommande dans son rapport final que la liste des électeurs soit mise à jour pour que tous les électeurs soient assignés à un bureau de vote normal. Mais aucune mesure dans ce sens n'a encore été mise en œuvre.
Une autre raison explicative pourrait être les mouvements de migration des électeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont quitté leur résidence pour aller travailler, étudier, etc. dans d'autres régions du pays. Il est toujours difficile de garantir le droit de vote aux migrants, dont beaucoup vivent au niveau de subsistance. Cependant, garantir le suffrage universel consiste aussi à faciliter le vote même aux catégories difficiles d'électeurs. Évidemment, je n'aborderai pas aujourd'hui le droit d'être candidat, bien qu'il soit étroitement lié à l'universalité du vote. Nous pourrons toutefois discuter lors des travaux des groupes. Merci pour votre attention.